Bien, bonjour les premières, nouvelle semaine de cours à distanciel, avant certainement qu'on nous annonce bientôt un nouveau confinement, donc on se retrouve encore une fois en cours vidéo. Je vous ai accueilli aujourd'hui avec l'hymne national du Second Empire qui s'appelait l'hymne à Napoléon III et à son vaillant peuple. Donc, vous avez vu cette musique très entraînante qui a donc été l'hymne national qui a précédé notre hymne actuel, la Marseillaise. Donc, eh bien, nous sommes toujours dans notre partie, le Grand 2, 1852-1871, donc le Second Empire, avec une jolie faute, un régime autoritaire qui utilise le suffrage universel. Et nous étions toujours dans le grand A qui s'intitulait Un empire autoritaire. Donc on avait vu comment se mettait en place cet empire autoritaire avec une suppression de la séparation des pouvoirs par le biais d'une nouvelle constitution qui donnait beaucoup de pouvoir évidemment à l'empereur, hein, qui concentrait le pouvoir exécutif, qui était l'initiative des lois et la justice se rendait en son nom. Donc il n'y a plus de séparation des pouvoirs. Un corps législatif qui était divisé en trois assemblées qui étaient nommées pour deux d'entre elles par l'empereur et pour la troisième qui était élue par le peuple, mais par le biais de candidats officiels et surtout qui n'était qu'une chambre d'enregistrement, c'est-à-dire le corps législatif, qui n'avait que pour fonction de voter des lois qui lui étaient proposées par l'empereur. Donc c'est un régime dans lequel il n'y avait pas de contre-pouvoir, c'est donc une dictature. Dictature dans laquelle l'empereur pratiquait ce qu'on appelle le césarisme démocratique, c'est-à-dire que par le biais de consultations directes du peuple, qu'on appelle des plébiscites, il cherchait à avoir l'acquiescement du peuple. Oui, c'était une relation directe avec celui-ci, hein. Donc sans intermédiaire, et c'était une façon pour lui d'obtenir donc la validation de sa politique par le peuple. À la différence finalement aujourd'hui d'un référendum où également on doit répondre à une question par oui ou par non, mais qui apparaît plus démocratique dans le sens que le plébiscite tel qu'il était conçu par Napoléon III cherchait vraiment à appuyer sa politique et qu'il n'était évidemment pas question qu'elle soit rejetée par le peuple. Donc c'est en quelque sorte une forme de validation de sa politique qui est recherchée par le plébiscite. Donc le plébiscite va dans le sens d'un seul homme, alors que le référendum va plutôt dans le sens de l'expression de la démocratie, alors que le plébiscite apparaît plutôt comme la validation d'un régime autoritaire. Alors sous Napoléon III, l'opposition va rapidement être muselée, c'est-à-dire fortement restreinte, hein. On s'était intéressé aux pages 102 et 103 de votre manuel, hein, et on avait pu voir notamment un certain nombre de documents, hein, qui montraient que certains républicains comme Édouard Quinet, Victor Hugo ont été contraints à l'exil. Victor Hugo, dont on voit ici son exil, hein, à Guernesey, hein, l'une des premières photos qui est prise ici le représente donc sur son balcon, sur cette île anglo-normande, donc non loin de la Normandie, mais où il a dû se réfugier alors qu'il était avant député républicain. C'est sur cette île d'ailleurs il en a profité pour écrire un de ses plus célèbres ouvrages qui s'appelle Les Châtiments. Et on voit ici que finalement, dans cet ouvrage, Les Châtiments, qui concentre un certain nombre de poèmes,
eh bien, cet ouvrage a foudroyé l'aigle qui symbolise Napoléon Bonaparte. Euh, alors, si ça vous intéresse, vous pouvez vous reporter aux pages 104 et 105 de votre manuel hein, concernant justement cet ouvrage Les Châtiments de Victor Hugo. Hein. On vous dit donc que c'est un recueil de poèmes contre Napoléon III et qui ont été composés entre 1852 et 1853, c'est-à-dire au début de l'exil de Victor Hugo et au moment où Napoléon III vient de faire son coup d'État et le plébiscite qui, euh, qui allait favoriser le rétablissement de l'Empire le 2 décembre 1852. Euh, donc, selon Victor Hugo, le régime de Napoléon III est un châtiment qui a été envoyé par Dieu pour permettre l'expiation de deux crimes, la prise du pouvoir par la violence et le parjure de la République. Et donc, c'est en quelque sorte un châtiment euh, pour la France, hein, qui a été le régime de Napoléon III. Et évidemment, il faut que ce régime tombe, hein, comme l'aigle qui a été châtié justement cet ouvrage de Napoléon III, cette image qui est une caricature hein, d'Honoré Daumier, hein, le personnage qu'on avait déjà vu dans une caricature qui portait sur le Bibicite. Si vous vous souvenez, hein, vous savez, qu'est-ce que c'est un Bibicite? Demandez deux pauvres paysans, eh bien, c'est quelque chose où tu réponds toujours oui, avait répondu le maire. Donc, Victor Hugo fait partie des opposants hein, que l'on retrouve en grand nombre à devoir quitter la France. Et malgré les suppliques qu'on a vues de personnages comme Georges Sand, hein, qui demande la libération des prisonniers socialistes notamment, eh bien, un grand nombre d'opposants politiques vont être chassés du territoire français ou vont être emprisonnés. Et on va assister à une amplification des mesures prises à la fin de la Seconde République, avec la fermeture des clubs, la très forte restriction de la liberté de la presse. Hein. Dorénavant, est rétabli un droit de cautionnement. Alors, c'est-à-dire que quand vous créez un journal, vous devez verser une caution relativement élevée. Et cette caution peut vous être confisquée en cas de critique politique notamment. Donc c'est une façon de restreindre votre liberté de la presse parce que vous risquez de perdre l'argent qui a été engagé en cas de critique du régime. De même a été rétabli un droit de timbre, c'est-à-dire qu'à l'époque, pour chaque journal qui était publié, il fallait payer une taxe sous forme de timbre. Donc cela limitait forcément les petits journaux avec des petits tirages et notamment des petits journaux politiques qui pouvaient se montrer critiques envers le régime. Et puis également va être rétablie la censure immédiate des articles qui sont jugés contraires au pouvoir. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, la répression est très dure, hein, car quand il y a eu le coup d'État, il y a eu une très forte résistance des républicains, donc des personnages, comme on l'a dit, comme Victor Hugo, mais aussi d'autres personnages qu'on a déjà vus, comme Victor Schœlcher, celui qui avait aboli l'esclavage, comme Hippolyte Carnot, un ministre de la Seconde République, comme Édouard Quinet, vont devoir s'exiler. En dehors de ça, il va y avoir de nombreuses arrestations et une violence extrême, hein, plus de 1000 morts hein, au moment du coup d'État et dans les jours qui suivent, dont un personnage qui a laissé son nom à une place célèbre à Limoges qui s'appelle Denis Dussou, qui a été tué le 4 décembre 1851, c'est-à-dire 3 jours après le coup d'État, hein, à Paris, alors il s'était revêtu de l'écharpe tricolore que portait son frère, qui lui-même était député, et qu'il était monté à la tête des barricades pour faire face à la troupe qui a été mobilisée par Napoléon Bonaparte. Et donc, il a fini en martyr de la République. C'est pour ça que a été construite à l'origine une statue sur la place de la République, statue qui a été fondue, si mes souvenirs sont bons, pendant la Deuxième Guerre mondiale, lorsque l'on avait besoin eh bien, de métal pour pouvoir faire des canons, par exemple, si je dis pas de bêtises.
Alors, en dehors de la mort de personnages célèbres comme Denis Dussou, hein, célèbre notamment de Vienne, il y a eu quand même plus de 20 000 déportations, donc 20 000 républicains ou proches des républicains qui ont été déportés dans les territoires que la France avait colonisés, hein, ça pouvait être l'Algérie par exemple, des déportations autant à Paris qu'en province. Pour vous donner un ordre de grandeur, rien qu'en Haute-Vienne, il y a eu entre 100 et 500 arrestations, donc d'opposants politiques à ce coup d'État. L'opposant le plus célèbre, évidemment, c'est celui-ci, hein, c'est Victor Hugo, qui surnommait Napoléon III par opposition à son oncle. Vous savez, je vous ai dit que Napoléon III aimait bien, aimait beaucoup même s'inspirer de son oncle. Il jouait beaucoup de son prénom, Napoléon. Eh bien, Victor Hugo le surnommait Napoléon le Petit. Et là, évidemment, vivement critiqué dans Les Châtiments, hein, cet ouvrage de 1853. Euh, Comme il est indiqué dans la chronologie, page 102, le 27 février 1858 a été votée la loi de sûreté générale, hein, suite à la tentative d'assassinat de Louis-Napoléon Bonaparte, quoi, de Napoléon III, par un dénommé Orsini, un indépendantiste italien qui reprochait à Napoléon III de ne plus se montrer favorable à la cause de l'italienne et d'avoir trahi son engagement de jeunesse puisqu'il avait été carbonariste. Et cette loi de sûreté générale, donc votée le 27 février 1858, permet dorénavant d'emprisonner toute personne qui tente de s'opposer au régime et d'arrêter toute personne qui a été condamnée pour délit politique depuis 1848. Donc c'est une façon de casser l'opposition politique et de restreindre considérablement la liberté d'opinion, la liberté de parole. Également, si on s'intéresse à la page 103 de votre manuel, qui s'intitule Le rôle des préfets du Second Empire, on peut, ceux qui étaient surnommés les empereurs aux petits pieds, euh, et qui, sous le Second Empire, percevaient le salaire le plus élevé de la fonction publique, hein, ce qui montrait aussi l'importance que leur accordait l'empereur, eh bien, le décret du 25 mars 1852, c'est-à-dire le document 1, page 103, eh bien, il restera en vigueur jusqu'en 1964. Et il montre que les préfets sont des délégués du pouvoir central qui sont chargés de l'ordre et de l'exécution des lois, qui sont chargés également de la police. Donc le préfet est responsable de la police. Et dans l'article 2, il est écrit qu'ils statueront également sur les divers objets concernant les subsistances, les encouragements à l'agriculture, l'enseignement agricole et vétérinaire, les affaires commerciales et la police sanitaire et industrielle. Cela montre qu'en fait, qu'ils vont décider par délégation directe du pouvoir de l'empereur, hein, et ce sont notamment les préfets qui vont désigner les fonctionnaires dans les départements, comme par exemple les prêtres, puisqu'à l'époque les prêtres sont des salariés de l'État, hein, donc ce sont des fonctionnaires. Ce sont les préfets qui vont désigner les prêtres, ce sont les préfets qui désigneront les instituteurs, ce sont les préfets qui vont désigner tout le personnel administratif. Donc autant vous dire que vous avez intérêt à être soumis au pouvoir de l'empereur, sinon vous ne serez jamais instituteur, vous ne ferez jamais partie de l'administration, donc c'est une forme, encore une fois, de contrôle politique. Euh, à la fin de l'Empire, dans les années 1863-70, l'Empire va se montrer moins autoritaire, il va y avoir une forme de libéralisation partielle qui va permettre à une presse d'opposition de se développer et à davantage de candidats républicains d'être élus. Alors concernant justement la liberté de la presse, hein, je vous ai mis dans le diaporama cette image, quoi, du moins cette maxime de Napoléon III qui résume la façon dont la presse n'était pas libre à cette époque, hein. Napoléon III disait lui-même, je ne lis jamais les journaux français, ils n'impriment que ce que je veux. Cela montre bien que la presse était considérablement contrôlée par le pouvoir impérial.